Bonjour, nous sommes ici pour la célébration des 30 ans de la charte transdisciplinaire qui a eu lieu en 1994 à Arrábida, au Portugal. Et j'ai l'honneur de vous présenter notre présidente de séance, professeure Chris Helena Popataché. Chris Helena Podpataché est présidente de l'Institut international pour l'analyse des mutations juridiques et administratives, maître de conférences en droit international public et en droit des communications et des nouvelles technologies, coprésidente de l'ESIL-IG, International Business and Human Rights, chercheuse au CIRET à Paris, rédactrice en chef de l'International Investment Law Journal à Juris et rédactrice en chef adjointe chez Taylor et Francis et Springer Nature. Professeur Chris, c'est à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup, chère Mariana. Chers collègues, cet invité, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui l'un des experts internationaux les plus respectés dans le domaine de la gouvernance et de l'audit social, une personnalité dotée d'une expérience académique et pratique des plus riches. Le professeur Hubert Landier, membre actif du CIRET et médiateur transdisciplinaire et auditeur social, joue un rôle actif dans la promotion et le développement du dialogue entre différents secteurs de compétences. Le docteur Landier est titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques et est occupé de nombreuses fonctions honorifiques. Professeur associé au groupe IGC, conseiller scientifique pour Futurible International et vice-président de l'Institut international de l'audit social. En outre, il est professeur émérite à l'Académie du travail et des relations sociales de la Fédération de Russie et a été décoré de l'Ordre du Mérite, suivant ainsi sa contribution remarquable au développement du domaine. Le professeur Landier est l'auteur de nombreux ouvrages et d'études académiques publiés en anglais et en français. Il collaborait activement avec les ONG et coordonnait des projets internationaux de recherche transdisciplinaire. Son expérience vaste et sa vision approfondie de la gouvernance internationale sont inestimables pour le débat d'aujourd'hui. Sans plus tard, donner la parole au professeur Hubert Landier. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Christina Popataché. C'est pour moi un honneur de répondre à ces questions, compte tenu de sa connaissance éminente des problèmes juridiques qui différencient, qui opposent les uns aux autres, malheureusement, les différentes parties du monde, alors même que nous aurions besoin d'un maximum de paix à travers le monde afin de travailler ensemble aux relations entre l'humanité et Gaïa, notre terre-mère. Il y a quelque temps, en vue de la préparation de ce 30e anniversaire, j'avais donc proposé au président du CIRET et à Mariana Thiriot de lancer une question aux membres et aux amis du CIRET pour leur demander en quoi la transdisciplinarité avait transformé leur regard sur le monde. Nous n'avons pas eu beaucoup de réponses, mais c'était toutes des réponses d'une très grande qualité et dont nous avons, avec Mariana, essayé de faire une synthèse. Alors, ce qui apparaît à travers ces réponses, c'est qu'il y a trois aspects différents de la transdisciplinarité qui sont abordés par nos interlocuteurs et interlocutrices. Il y a un premier aspect, je développerai ensuite, qui consiste à dire
la découverte de la transdisciplinarité a contribué à modifier la vision du monde dans l'exercice de ma spécialité ou de mon métier. Ça, c'est la première façon donc d'envisager la transdisciplinarité. D'autres personnes se sont penchées plutôt sur la théorie de la transdisciplinarité, sont partis de la transdisciplinarité elle-même pour avancer dans la compréhension que nous permettait d'avoir la transdisciplinarité, mais indépendamment de leur pratique académique ou professionnelle. La troisième catégorie de personnes ayant répondu s'est posé la question de savoir comment avancer dans la voie transdisciplinaire en vue d'en faire un moyen pour transformer le monde, pour préparer l'avenir qui sera un avenir au-delà de l'avenir tel que nous l'imaginons. Nous ne sommes pas capables d'imaginer l'avenir autrement que ce que nous inspirent les valeurs qui nous animent dans le cadre culturel et dans la civilisation qui est la nôtre, alors que l'avenir se situera au-delà de ce cadre culturel et peut-être la transdisciplinarité peut nous y aider et nécessite pour cela d'être enseigné, ce qui est la raison d'être d'une chaire transdisciplinaire que nous espérons. Alors, le premier point, c'est celui qui est illustré par les personnes qui nous ont dit que la transdisciplinarité, ils l'avaient découverte et que ceci avait permis de transformer leur vision du monde et également d'améliorer leur pratique dans leur métier. Pourquoi? Eh bien, parce que la transdisciplinarité, dans une perspective probablement phénoménologique, leur a permis une certaine distanciation par rapport à la réalité. Elle les a aidés à se débarrasser de notre paradigme dominant, largement positiviste, matérialiste, venu tout droit du 19e siècle, c'est le paradigme moderniste. Il s'agit d'une démarche personnelle. Au fond, cette découverte de la transdisciplinarité a été le fait de personnes qui étaient déjà en chemin, qui n'étaient pas satisfaites du paradigme dans lequel elles étaient enfermées et qui, en chemin, ont découvert une autre façon de concevoir la réalité et de concevoir la réalité d'une façon qui les aidait à transcender les clivages culturels ou religieux ou civilisationnels. Et en particulier, la transdisciplinarité les a aidés à renoncer à se situer au-delà de la pensée binaire qui caractérise l'Occident et qui aboutit aux confrontations que nous connaissons à travers le monde. Il y a ceux qui ont raison, qui détiennent la vérité, ceux qui ont tort et qu'il faut détruire ou convertir selon les cas. Hein. Et donc, la transdisciplinarité les a aidés à se situer au-delà. Il n'y a jamais celui qui a entièrement raison et celui qui a entièrement tort, mais la vérité est toujours quelque part entre les deux, dans l'entre-deux et dans une perspective de tiers inclus. Au fond, certains ou certaines en étaient déjà convaincus, mais la découverte de la transdisciplinarité les a aidés à formaliser leur démarche qui était déjà implicite et à sortir du protocole étouffant que nous impose le savoir académique ou la pensée académique ou l'art académique et qui tend à nous enfermer, donc nous enfermer dans quelque chose qui est déjà institutionnalisé, qui est déjà institué.
hein. Et alors, ceci favorise bien entendu la pensée créative. Il ne peut pas y avoir de pensée créative quand on est enfermé dans une boîte excluant toute forme de pensée alternative. Et j'aime bien cette réflexion d'Alain de Police, un des membres éminents du CIRET, quand il dit qu'il s'agit de s'extraire de notre instinct égocentré naturel pour appréhender chaque situation dans sa multidimensionnalité. Hein. Alors, les différentes personnes ont illustré tout ça, chacun à sa façon. Hein. Transcender les clivages culturels et religieux, nous demande Marcel Comby. Accepter le feuilletage de la réalité, s'ouvrir à la contrainte d'une vision multiple, d'une complexité ahurissante, nous dit Michel Duzert. Hein, avoir to have the framework of a cosmocentric worldview, nous dit Vladimir Moky de Moscou. Hein, euh, étendre la compréhension de ce que nous imposait, nous montrait notre métier pour la promotion d'une vie paisible dans d'autres cantons de la connaissance. Hein. C'est aussi Jean Villemer qui nous dit qu'il faudrait adopter le terme transparadigmatique ou bien transsignification pour désigner la démarche que représente la transdisciplinarité. Hein. Et puis, bien entendu, explorer les processus d'auto-formation, hein, à différents niveaux de réalité, à quoi nous engage la transdisciplinarité. Hein. Au fond, c'est une porte d'entrée pardon, dans un monde de complexité, c'est une invitation à trouver un autre sens au monde, au-delà de ce qui nous oppose les uns aux autres. Voilà donc un premier ensemble de réponses. Et ce sont des réponses qui partent d'une pratique personnelle pour aller vers la transdisciplinarité. La deuxième démarche, ben, elle part d'une réflexion transdisciplinaire d'entrée de jeu. Hein. Ce sont des personnes qui se trouvent de plein pied dans la transdisciplinarité et qui veulent avancer. Hein. Et qui disent au fond, la transdisciplinarité, elle refuse tout dogmatisme. C'est le premier point. Hein. C'est le refus de tout dogmatisme. Et ça, c'est très important. La transdisciplinarité ne nous conduit pas à un stade ultime que l'on appellerait la vérité. Non. La vérité, elle est le rapport de la personne à d'autres personnes ou de la personne au monde. Et donc, c'est une démarche qui ne saurait trouver de conclusion. C'est ça qui est important. C'est une dynamique. Ce n'est pas quelque chose qui nous conduit à la vérité, c'est une démarche qui sans cesse nous conduit à un autre degré de ce qu'on pourrait appeler la vérité, et donc qui nous conduit à la reconnaissance de l'altérité. Hein. C'est-à-dire à autre chose que ce que l'on croit être à un moment donné. Et donc, eh bien, c'est une méthodologie, une démarche méthodologique qui va nous aider à repenser le destin humain, qui ouvre un espace à la créativité et qui crée un pont entre les différents cantons du savoir. L'un de mes professeurs, le professeur Jolhomme, me disait que la rue la plus large de Paris était la rue Saint-Jacques, qui sépare la faculté de droit, où l'on enseigne le droit, et la Sorbonne, où on enseigne l'économie et les lettres. Et que construire un pont sur cette fichue rue Saint-Jacques était quelque chose de quasiment impossible compte tenu des habitudes des uns et des autres. Alors, la transdisciplinarité va nous conduire à des valeurs et à des symboles que nous cache, au fond,
la pensée binaire, la pensée dogmatique, positiviste qui nous vient du monde d'hier. Hein. Alors, il y a des témoignages qu'il faudrait citer longuement, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de le faire. Ils seront présentés dans un document. De nouveau, Alain de Police, quand il dit que la transdisciplinarité est un long effort de pensée, hein, que c'est un moyen de dépasser les crises dans lesquelles nous sommes englués dans le monde d'aujourd'hui, c'est Lucia Musean, c'est reconstruire le destin humain avec une reconfiguration de ce destin, nous dit Daniel Bonnet, hein, étudier le processus qui nous a conduit au collapsus mondial actuel, nous explique Vladimir Moky de Moscou, une ouverture au mystère de ce qui est et que nous dissimule le compartimentage auquel nous ont conduit les différentes disciplines. C'est Samuel Lopez Pineiro qui nous dit ça. Hein. Ou bien Bénédicte Letellier, hein, le signe non seulement du manque cruel de hauteur de vue de nos représentations du monde, hein, et donc aller plus loin dans cette compréhension du monde. Et nous dit Jean Villemer, là encore, le bassin dans lequel puise notre imaginaire, qui est infini de niveaux et de complexité. Alors voilà la complexité vue de l'intérieur d'elle-même, la transdisciplinarité vue de l'intérieur d'elle-même. Alors maintenant, la question, c'est l'avenir. Eh bien, l'avenir passera nécessairement par des valeurs, des comportements qui seront autres, qui seront le tout autre par rapport à ce que nous connaissons actuellement, qui nous obligeront à repenser le monde. On ne peut pas imaginer que nous sortirons des difficultés actuelles en plantant partout des éoliennes ou des champs de recueil de l'énergie solaire. C'est faux. C'est rester dans le même. Au fond, c'est prétendre changer quelques petites choses pour ne rien changer en réalité. Ça consiste à rester dans le confort de ce qui nous semble illusoirement être le vrai ou le nécessaire. Et donc la transdisciplinarité doit nous conduire à élargir notre perspective, mais à l'élargir en diffusant cette perspective. Et on peut être très optimiste parce que de plus en plus d'humains se rendront compte de ce que le modèle occidental est aujourd'hui devenu un trompe-l'œil et un obstacle à ce que sera l'humanité de demain. Mais il y manque la méthode. Et la méthode transdisciplinaire peut peut-être apporter une aide à ceux qui ont bien compris que on ne peut pas rester dans notre zone de confort, hein, qui sont prêts à aller dans la forêt, comme dirait Heidegger, mais qui n'ont pas la méthode, Et donc, ceci va nous conduire à essayer d'élargir l'influence de la transdisciplinarité, de la faire connaître, et de la faire connaître en évitant qu'elle soit défigurée comme elle l'est déjà dans certains lieux académiques où on confond la transdisciplinarité avec la pluridisciplinarité, où on essaie de la réduire à quelque chose qui ne nous oblige pas à changer. Hein. Et c'est ce qui va nous conduire, c'est ce qui doit nous conduire à faire face aux dégâts de l'Anthropocène sur l'ensemble du vivant de la planète, à acquérir une vision globale, holistique, et qui soit non seulement une vision globale au niveau de l'humanité envisagée comme un tout, mais une vision globale inclusive par rapport à l'ensemble du vivant, qui doit coexister dans une même demeure qui est la Terre. Hein. Et il s'agit donc de préparer
un avenir. Nous avons donc une tâche pédagogique, et c'est en ce sens que, grâce à des personnes comme Mariana et d'autres, nous avons pensé à la création d'une chaire transdisciplinaire. Une chaire transdisciplinaire, ça ne peut pas être une chaire qui aurait une discipline intitulée transdisciplinarité, comme il y a d'autres chaires qui sont des chaires de sociologie ou d'économie ou de droit ou de physique ou de chimie. Hein. C'est quelque chose, une telle chaire doit être transversale par rapport aux différents savoirs académiques et artistiques et religieux, ou plutôt aux différents savoirs spirituels, quelque chose de transversal. Ça ne doit pas être une chaire de plus, une faculté de plus dans une université qui resterait cloisonnée. Il s'agit de décloisonner. Hein. Nous sommes enfermés dans des murs qu'il faut abattre. Et c'est cela qui serait l'objet d'une chaire transdisciplinaire. Il reste à savoir quelle forme elle pourrait prendre. Est-ce que ce serait dans une université? Est-ce que ce serait dans un monastère tibétain? C'est moins probable, mais pourquoi pas? Est-ce que ce serait dans une association n'ayant aucun lien officiel avec l'université? On ne sait pas. Tout ceci reste à imaginer, et c'est peut-être en essayant de l'imaginer que se construit peu à peu l'idée même de cette chaire transdisciplinaire. Voilà, me semble-t-il, mais beaucoup d'autres choses pourraient être encore dites, ce que, dans une première analyse, on peut retenir de ce qui a été écrit par nos collègues du CIRET. Il en existe donc une synthèse, mais il existe également la version complète de ce qui a été écrit par les uns, les unes et les autres, et peut-être que tout ceci pourra faire l'objet d'un document utile et susceptible d'aller dans le sens de cette chaire transdisciplinaire. Pardon d'avoir été déjà beaucoup trop long et merci pour votre écoute. Professeur, chère Christina, j'ai été très inspirée par ce qu'a dit le professeur Hubert Landier et à cette occasion, j'ai écrit un poème. Alors, Ah, avant que nous entrions dans le vif du sujet avec les questions, je voulais vous lire un poème que je dédie à feu mon mari Patrick, qui parle de l'avenir au-delà de l'avenir, un superbe titre qui m'a été soufflé par le professeur Hubert Landier, qui est l'avenir selon le dit du village. Donc, je vais lire mon poème. Méfiez-vous, méfiez-vous, restons entre nous, cantonnés entre nos barbelés de peur, nos masques sophistiqués et multiples, un pour chaque occasion, chaque parade, chaque victoire, chaque défaite, nos révérences à l'ignominie, notre hantise du franc-parler, notre dégoût du risque et notre hargne contre l'improvisation. Donc, méfions-nous, méfions-nous. Continuons de révérer les protocoles, de hisser des murs, de briser les ponts. Les ponts nous hissent à la forêt épaisse, inconnue pourtant menaçante. Un vent soufflerait sur les visages qui ferait tomber les masques. Attention, circulez, il n'y a rien à voir là-bas du côté de la forêt. Et si on découvrait que derrière le masque, il n'y avait personne, ou bien si un perroquet, ou un singe, ou un ordinateur. Et si pour que le feu s'allume dans nos yeux, il fallait se perdre un peu? Ah, se perdre, vous n'y songez pas, nous avons les GPS, fort heureusement. Oui, mais le grand nord de notre boussole, où est-il? Celui qui vous situe ici, au cœur du village,
et pourtant vous transporte dans tous les lieux et dans tous les temps? Et s'il était dans un baiser qui vous arrache à la mort, au goût de terre après la pluie? Et s'il était dans une échappée belle, de tous les noms, de toutes les phrases, de tous les phares, de tous les ports, à l'ombre, dans un silence de stupeur qui saisit le village, le fige ou le secoue, en un éclair qui dure et c'est le nord? Et si enfin ce baiser abolissait l'esclavage et nous sortait de notre identité à genoux vers cet autre libre entre la vie et la mort, vertical dans son lit de gisant, sur ce seuil indicible où naissent les grandes forêts. Bon, j'ai réussi avec ma technologie, ma piètre technologie. Donc, C'était très bien dit. oui, alors je laisse maintenant la parole au professeur Christina Popatouché pour les questions. Merci beaucoup d'avoir partagé vos idées avec nous. Euh, Merci euh, beaucoup, chère docteur Mariana Terol-Lazel, pour votre intervention très spéciale, impressionnée. Professeur Landier, comment voyez-vous l'évolution de la gouvernance internationale dans le monde de plus en plus marqué par des défis transdisciplinaires? C'est une question, une curiosité personnelle. C'est une question à laquelle je vais essayer de répondre sans froisser personne, parce que la tentation, c'est toujours de dire qu'il y a le bien et le mal. J'ai eu beaucoup de difficultés en France au cours de ces 2 dernières années pour faire admettre, et j'y ai renoncé auprès de beaucoup de mes proches, qu'il n'y avait pas de part et d'autre de l'Ukraine, d'un côté le mal et de l'autre le bien. Il y a une certaine situation qui nécessitait de trouver une solution et qui mettait en rapport des peuples, des puissances qui avaient des intérêts différents. Il est probable que l'Occident ait raison de mettre en avant certains de ses intérêts, mais il est également tout à fait normal, et c'est cela que l'Occident a du mal à admettre, que la Russie a elle aussi des intérêts à mettre en avant. Et que quand il y a des intérêts différents qui s'opposent frontalement, eh bien, c'est à ce moment-là que doit intervenir le recours aux tiers inclus, c'est-à-dire la recherche d'une solution à un autre niveau de réalité qui réponde aux intérêts des uns et des autres. Et je crois que c'est là ce qui se passe dans le monde, c'est que beaucoup attendent la création d'un monde multipolaire, où des peuples ayant chacun son histoire c'est très important, sa culture, mais la culture vient de l'histoire, euh, qui, euh, qui doivent coexister. On ne peut pas comprendre un pays comme la Russie si on ne connaît pas un peu son histoire, et j'ajouterais sa musique et sa littérature, comme on ne peut pas comprendre un pays comme la France et comme la Roumanie, je pense, sans connaître leur histoire, leur littérature et leur musique. Et je retiens le propos, je ne dirais pas sa nationalité, parce que peu importe, qui disait le plus court chemin entre la Russie et la France passe par Tolstoï et par Balzac. Je crois que c'est très vrai. Et que les relations entre les différents pays du monde passent par la compréhension de leur histoire, de leur littérature, un minimum de
connaissance de leur littérature. Je pense à un pays comme le Mali, où je me suis rendu plusieurs fois. C'est un pays qui a une histoire tout à fait passionnante, magnifique, avec des enjeux entre des populations différentes, qui parvenaient néanmoins à trouver des accommodements. Et évidemment, l'occidental qui arrive au Mali sans connaître tout ça apparaît vite comme un imbécile. Bon, même chose dans tous les pays du monde. Avant de juger, ce que nous apprend la transdisciplinarité, c'est à essayer de comprendre l'autre, l'autre dans son altérité. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, professeur Christina Popataché. Merci beaucoup pour votre réponse expressive, très expressive. Les comparaisons et tout. Merci encore pour votre contribution. Cher docteur Mariana Terroir-Loisel. Oui, je me disais, professeur, que pour que cela soit possible, pour que la logique du tiers inclus soit possible, nous devons avoir un autre type d'éducation qu'une éducation qui transmet des savoirs, mais une éducation qui réfléchit et fait réfléchir sur les savoirs transmis et enseigne les uns et les autres à se mettre à la place des uns et des autres et à regarder l'autre d'un point de vue différent, c'est-à-dire une éducation qui accepte les zones grises, qui accepte les zones fuzzy, floues. Je vais expliquer en 2 minutes ce que c'est la logique fuzzy. Par exemple, c'est une logique de statistique. Eh bien, si on est fumeur ou non-fumeur, dans une logique fuzzy, on est non-fumeur si on fume 1 à 5 cigarettes par jour. Donc, la logique fuzzy installe une nuance. Elle installe des conditions de possibilité. Elle voit de façon fine la réalité et elle ne s'obstine pas à dire ou bien, mais elle va installer une marge de possibilités ou d'erreurs plus plastiques entre le vrai et le faux. Cette logique fuzzy est importante en droit. Le droit utilise les logiques paracomplètes, paraconsistantes. Elle utilise les nouvelles logiques justement pour étudier si quelqu'un est coupable ou non coupable et sortir des idées reçues. Et je me dis, pour les cas des guerres que nous avons actuellement, vous avez parlé de la Russie et de l'Ukraine, mais je pense à tous les conflits qui traversent la planète. Ces conflits, hélas, sont portés par des logiques binaires. Les uns ont tort, les autres ont raison. Donc, si nous voulons sortir des conflits, il nous faut aller dans des zones grises où circule un drapeau blanc, un casque bleu, pour interrompre, cesser le feu et permettre aux gens de s'écouter, de se comprendre et de trouver des solutions. Donc, ma question pour vous, c'est en quoi la transdisciplinarité est porteuse d'avenir pour la paix dans le monde? Oui, merci, docteur Mariana Thierriot. Je crois que dans les universités aujourd'hui, on nous apprend des savoirs, on nous fait ingurgiter des savoirs, mais ces savoirs ne sont pas une connaissance. La connaissance doit être contextualisée et elle doit intégrer un certain nombre de savoirs. Je suis toujours très ennuyé quand je m'adresse à mes étudiants de master en relations humaines, euh, parce que j'ai envie de leur dire que 80% de ce qu'on leur apprend aujourd'hui ne leur servira à rien. Et que ce que je souhaiterais, mais je ne suis pas sûr d'être entendu, au moins par la majorité, c'est de les aider à avoir un petit peu de plus à développer leur réflexion. Hein. Mais la majorité en reste
à des savoirs qui seront facilement remplacés d'ici quelques années parce que nous appelons à l'intelligence artificielle et qui n'en est pas. Nous avons tendance dans le monde actuel aussi à confondre la vérité avec l'exactitude. L'exactitude n'est pas forcément une vérité. L'exactitude est de l'ordre du quantitatif. Et on dira une rose plus une rose égale deux roses. C'est exact. Mais ça n'est pas vrai parce que les deux roses sont différentes et il n'y en a pas deux pareilles d'un point de vue qualitatif, du point de vue esthétique. Et donc, nous sommes toujours avec la logique binaire enfermés dans une logique qui appartient au passé et qui nous retient dans le passé, qui nous retient dans ce qui est la zone de confort de ceux qui ne veulent pas réfléchir ou qui cherchent avant tout à maintenir leur, 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 leur zone de confort. La transdisciplinarité nous oblige à rechercher l'avenir en dehors de ce que j'appellerais, suite à Heidegger, le dit du village, y aller dans la forêt de l'étang là, hein, pour y trouver de quoi nourrir notre compréhension du monde qu'il nous faut ensuite rapporter vers le village avec le risque de tous les prophètes, et la transdisciplinarité est un peu prophétique de ce point de vue, le risque de tous les prophètes qui est généralement d'être chassé à coups de pierre. C'est un risque. Et le risque que nous avons dans notre démarche transdisciplinaire, c'est de n'être pas compris ou alors d'être trop bien compris au point d'être chassés à coups de pierre parce que nous dérangeons les intérêts de ceux qui préfèrent rester dans la zone de confort de leur rente de situation. Justement, professeur, je pense qu'il faut aussi s'occuper de notre sécurité. Parce que quand on amène des savoirs nouveaux et des savoirs importants pour la communauté humaine, comme ces savoirs de médiation, qui sont essentiels, il faut s'occuper de notre sécurité et de notre neutralité. Nous avons besoin de protection physique et psychologique pour pouvoir œuvrer ensemble. Nous ne pouvons pas œuvrer sous la menace, nous ne pouvons pas œuvrer dans des zones où le franc-parler, où le dialogue n'est pas entendu avec liberté. C'est pour ça que je rappelle la phrase de Roland Barthes au Collège de France, je suis passionnément neutre. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une neutralité pour pouvoir intervenir dans les universités, dans les écoles, dans les organisations, et nous ne pouvons intervenir que dans ce contexte de neutralité où notre sécurité physique et psychologique n'est pas menacée. Et ça, c'est une condition de possibilité de la transdisciplinarité. On ne peut pas faire de la transdisciplinarité avec des esprits complètement échauffés, des personnes partisanes et qui auraient une attitude dogmatique et haineuse. Il y a, pour faire de la transdisciplinarité, il y a une condition de possibilité d'être avec un minimum de paix avec son prochain qui est différent de soi. Et si on n'a pas ce minimum de paix en soi, cette capacité d'accepter de n'être pas compris immédiatement et de s'expliquer, de prendre le temps de s'expliquer, ça va être très difficile de faire de la transdisciplinarité. Donc je pense que la transdisciplinarité, elle a une condition préalable, c'est la condition de culture d'un pays et il faut pouvoir avoir la paix pour
pouvoir être transdisciplinaire. Et c'est là que je suis très heureuse que nous ayons, par exemple, parmi nous, le général de la Croix-Rouge, Éric Carré, qui est un général faiseur de paix, qui valorise tous les bénévoles français des Jeux Olympiques et leur attribue une médaille d'or. C'est-à-dire que nous avons avec nous aussi des personnes qui sont garantes de notre sécurité. Et la démocratie est fragile, vous savez, elle est ouverte à toutes les intromissions. Et c'est parce que nous avons un pays démocratique que nous avons pu penser la transdisciplinarité. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, professeur. Oui, c'est que il y a la nécessité d'une médiation entre des points de vue différents et la neutralité est extrêmement difficile. Quand dans une médiation entre un employeur et des syndicats, quand je dois me prononcer, je dois rester neutre, sachant que chacun a sa part de vérité. L'employeur a raison de dire qu'il y a des contraintes économiques. Et le syndicat a raison de dire qu'il doit y avoir prise en compte d'un souci de justice. Et cette neutralité est toujours à réinventer situation par situation, ce qui peut nécessiter parfois du courage, car il faut se préserver, mais il y a des moments dans la zone grise où il faut savoir dire non. Imaginez au moment de la Deuxième Guerre mondiale, un Français, les nazis sont partout, c'est fichu, et il se trouve d'un côté avec un vieux maréchal de France qui parle de travail, de famille, de patrie, et un jeune général qui est parti à Londres. Bon, il va se dire, le vieux maréchal, il a de l'expérience, je vais le suivre. Mais jusqu'où je vais le suivre? Parce que semaine après semaine, je comprends qu'il y a des choses que je ne peux pas supporter. Quand est-ce que je vais dire non? Il faut savoir dire non à certains moments, hein, et il faut aussi, à certains moments, savoir rester silencieux. Quelquefois, il est prudent de rester silencieux. Et puisque le docteur Maria Thériault évoquait la Croix-Rouge, au fond, ces principes au niveau international, mais le professeur Christina Popataché connaît peut-être mieux les principes du Comité international de la Croix-Rouge que moi. Hein. Il y a des principes qui sont intangibles. Il y a la neutralité. Hein. Quand on est sur le champ de bataille et qu'il y a un blessé, on le met sur la civière sans savoir quelle est la couleur de son uniforme. Deux, il y a l'indépendance, hein, le refus d'agir sur l'injonction de tel ou tel. Hein. Il y a l'humanité. Hein. Peu importe la couleur de la peau, et les options religieuses de celui que l'on met sur la civière. Il y a comme ça 7 principes, je ne vais pas tous les citer, mais qui sont d'une extrême importance pour conserver le minimum de crédibilité nécessaire pour intervenir avec le brancard à la main dans des champs de bataille où s'opposent des entités politiques inconciliables. Autrement dit, professeur, s'il vous plaît, ne tirez pas sur l'ambulance. Il ne faut jamais tirer sur l'ambulance. Merci Donc, pour ce mot de la fin. voilà, ne tirez pas sur l'ambulance, laissez-nous passer, nous avons des choses à faire dans le monde. Et Alors, un grand merci pour vos questions et pour la question qui a été posée tout à l'heure par le professeur Christina Popatachi qui a un rôle fondamental dans le fonctionnement du fondamental, CIRET. fondamental, puisque c'est notre garant du droit international au CIRET. Donc,
Voilà, nous terminons donc cette belle rencontre qui représente non pas simplement le CIRET, mais la France dans la célébration de la charte, des 30 ans de la charte transdisciplinaire qui a été promulguée à Rabida en 1994 et dont je vous convie à assister la cérémonie le 6 et le 7 novembre. Merci, messieurs, dames, et à très bientôt dans un prochain vidéo. Merci. Merci. Bonne